Le podcast Humain Demain. Bienvenue dans le podcast Humain Demain. Je suis accompagné de Marc Roux, président de l'Association française transhumaniste, et nous recevons Josué Guébo. Josué, est-ce que tu pourrais te présenter déjà et nous parler de ton parcours et ce qui vous a amené au transhumaniste? Bonjour Gaëtan, bonjour Marc. Je suis Josué Guébo, je suis enseignant-chercheur, président de la Société ivoirienne de transhumanisme. Et depuis 2 ou 3 ans, je suis pratiquement en position de militant pour la cause du transhumanisme en Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé au transhumanisme par mes lectures, par mes recherches et par le fait que je suis écrivain et que je rêve aussi d'un monde alternatif, un monde différent de celui que nous vivons. Mais je pense que ce monde-là, on peut l'atteindre par la fiction. Et j'ai constaté que par-delà la fiction, la technologie pouvait nous permettre aussi d'aboutir au monde de nos rêves. Et contrairement au monde, j'allais dire, de l'imaginaire, qui est celui de l'écriture, qui est un monde quelque peu chimérique, la science peut concrètement nous permettre de dépasser les difficultés qui nous enserraient. Et je pense que par mes lectures, en lisant Marc Roux de l'AFT, en lisant Ndiomolé, en tout cas mes prédécesseurs en transhumanisme, et bon, plus tard en lisant Huxley, en lisant d'autres, j'ai constaté, Max More aussi, j'ai constaté que l'on pouvait, par la technologie, dépasser ce que les philosophes appellent la finitude, le vieillissement, la maladie, et on pouvait aller au-delà de ce qui nous enserrait comme dans une sorte de captivité. Voilà, donc c'est par mes lectures et par le rêve que je suis arrivé à ce qui pouvait être concret. Josué, avec Civot, vous allez organiser cette année le congrès transhumaniste annuel, donc qui s'appelle Transvision. Ça va avoir lieu donc pour la toute première fois en Afrique, chez vous, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, on va y revenir par la suite, mais est-ce que tout de suite tu peux nous en dire quelques mots rapides? De quoi devrait-il s'agir? Alors, il devrait s'agir de parler du transhumanisme, mais aussi du développement de l'Afrique. Ce qui va se dérouler les 27 et 28 novembre 2025 à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Il sera question de vulgariser au maximum le transhumanisme en Afrique, mais il sera aussi l'occasion de parler pour la première fois du transhumanisme en Afrique. Vous savez, jusque-là, les congrès mondiaux du transhumanisme, les activités transhumanistes ont eu lieu hors du continent africain. L'Afrique était dans une sorte de marginalité, une sorte de mise au rebut, et je pense qu'avec ce qui se passera le mois prochain, les 27 et 28 novembre 2025, il sera question de sortir de la marginalité, il sera question de parler du transhumanisme en terre africaine. Alors nous allons articuler la problématique transhumaniste à celle du développement. Parce que je pense que l'une des préoccupations majeures du transhumanisme africain, ce n'est pas seulement de dépasser les capacités de l'homme pour aboutir à une sorte de surhomme, mais il s'agit aussi de remonter un retard. Parce que le dépassement des capacités, c'est aussi le dépassement du retard qui semble être finalement, pas congénital, mais qui semble être finalement lié à la situation de l'Afrique. Nous tenterons de dépasser le sous-développement par cette rencontre. Nous avons articulé la question biologique, la question, j'allais dire, cognitive, à celle technique, à celle, j'allais dire, sociale. Très bien. On reviendra, je pense, au fur et à mesure du podcast, ce qu'on peut s'attendre à voir à ce Transvision à Abidjan. Mais avant, peut-être, ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir quelle est votre définition du transhumanisme. Qu'est-ce que c'est pour vous, le transhumanisme? Alors moi, je définirais le transhumanisme comme l'opportunité pour les Africains de sortir du sous-développement. Parce que, vous savez, par le transhumanisme, il s'agit d'augmenter l'homme, d'augmenter les capacités physiques, mais aussi les capacités cognitives. Ma lecture du sous-développement, c'est pas une lecture d'abord matérielle, c'est une lecture qui se fonde sur un déficit cognitif. De mon point de vue, on n'est pas sous-développé parce qu'on n'a pas engagé des richesses. C'est pas cela d'abord la première définition. L'écart matériel est un écho, est un effet de ce qui est à la base un écart cognitif. Et je pense que le transhumanisme, en tant que capacité ou potentialité de développer les dimensions cognitives de l'homme, peut contribuer de manière significative au développement de l'homme africain. Donc pour moi, le transhumanisme est une opportunité de faire corps avec la connaissance et par conséquence de dépasser le sous-développement. Voilà un peu ma définition du transhumanisme. Dépasser les capacités humaines, biologiquement, mais d'abord au plan cognitif.
Je vais t'interpeller sur cette réponse parce qu'il me semble qu'elle peut être entendue d'une manière qui peut paraître un petit peu bizarre, peut-être à certains de nos auditeurs. Il me semble que ça pourrait être compris, ce que tu viens de dire, comme si tu considérais que l'Africain moyen, finalement, il était trop bête. Tu dis de difficile. Alors, est-ce que tu dois corriger cette chose-là? Est-ce que tu veux dire que voilà, il faut rendre les Africains plus intelligents par la technique? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que d'une manière générale, en termes de réalisation technologique, le continent africain, parce que ce qui fait l'Afrique, ce ne sont pas que les hommes, c'est d'abord les structures. Je veux dire, de manière caricaturale, on pourrait dire que parce que l'Afrique est en état, les Africains sont bêtes. Non, non, non. Les structures sont problématiques. Parce que si la question était une question essentialiste, une question liée, j'allais dire aux gènes ou aux individus, un Africain qui sort de l'Afrique ou un Africain en Afrique comme ailleurs ne pourrait pas exceller. Mais on se rend compte que quand l'individu sort des structures qu'il en sert dans le sous-développement, mais évidemment, il devient un homme à part entière et pas un homme entièrement à part. Je pense que ce que j'évoque ici n'est pas lié au gène, n'est pas lié à l'individu, il est lié à la structure. Les structures actuellement ne sont pas en mesure de permettre d'exprimer le génie de l'homme africain. Donc ça ne porte pas. Pour moi, le transhumanisme peut aider à repenser les structures. Et on en reparlera, parce que moi je pense que le transhumanisme et l'IA qui lui est lié a un potentiel prospectif assez fort. Par l'IA, on peut faire de la prospection. Et donc pour moi, c'est un changement. Bon, j'ai failli dire, pas forcément l'homme augmenté, mais les structures augmentées, finalement. Donc mon approche du transhumanisme africain, pas seulement du transhumanisme, c'est la possibilité non seulement d'augmenter l'homme au plan biologique, mais de l'augmenter au plan structurel. Et pour moi, le déficit de l'Afrique n'est pas lié à l'individu, elle est liée aux structures. Vous prendrez un Français, vous prendrez un Américain, vous le mettrez dans les mêmes structures que celles qui sont celles de l'Afrique actuelle, il y a fort à parier qu'ils se retrouvent dans la même position en termes de rendement. Et voilà, ça me paraît un petit peu plus clair. Il me semblait que la précision était nécessaire. Oui. Mais donc, ça, c'est une chose, c'est-à-dire que ça donne à voir ta réflexion sur le transhumanisme. Mais une autre question qui se pose immédiatement derrière à nous, c'est, de ton point de vue, comment est-ce que ce transhumanisme, il peut être, ou est-ce qu'il est déjà reçu, perçu et interprété en Côte d'Ivoire, plus particulièrement en Afrique en général, pour autant que tu en aies l'expérience, mais au moins en Côte d'Ivoire, qui s'y intéresse? Est-ce que c'est une question qui a commencé à apparaître, je sais pas, dans les médias? Et est-ce que, voilà, monsieur et madame tout le monde, à Abidjan ou ailleurs, est-ce qu'ils peuvent dire quelque chose déjà sur le transhumanisme? Où est-ce qu'on en est? En réalité, le transhumanisme est une réalité quelque peu, j'allais dire, confidentielle. On la connaît pas. C'est une réalité qui est ignorée de monsieur Lambda. C'est maintenant que nous travaillons à faire connaître le transhumanisme. Et même parmi les universitaires, je veux dire que non seulement le nombre de personnes qui connaissent le transhumanisme est très réduit, c'est une réalité qui accourt dans les milieux universitaires, mais même là encore, il n'y a qu'une part de philosophes, de médecins quelquefois, qui s'y intéressent. Donc le transhumanisme africain, où le transhumanisme est perçu comme quelque chose de très marginal. Voilà. Élitiste et marginal. Nous travaillons aujourd'hui à sensibiliser, à expliquer. Mais ceux qui connaissent le transhumanisme, qui en ont entendu parler, le perçoivent exactement comme une réalité sectaire et puis surtout un acte de défiance envers Dieu. Parce que l'image que l'on a du transhumanisme, c'est la volonté de l'homme de vaincre la mort, de vaincre le vieillissement. Dans la pensée, j'allais dire collective, dans l'imagerie collective, la mort, c'est le bâton de Dieu. C'est la clé de la crainte de Dieu. Alors, si on veut vaincre la mort, on veut vaincre la crainte de Dieu. Par conséquent, c'est perçu comme un acte de défiance, un acte, j'allais dire, de transgression. Donc, la perception globale que l'on a du transhumanisme, c'est une perception, j'allais dire, transgressive. Et nous travaillons à expliquer cela, qu'il ne s'agit pas de cela. Voilà un peu. Donc, d'abord, une réalité marginale, mais même quand elle est connue, elle est caricaturée. Parce que juste peut-être pour avoir un peu de contexte aussi sur la Côte d'Ivoire, quel est le contexte religieux, par exemple? Est-ce que la majorité de la population est religieuse en Côte d'Ivoire? Et donc du coup, c'est vrai que ça informe beaucoup potentiellement la perspective transhumaniste dans ce contexte. En règle générale, il y a très peu de gens qui se réclament, j'allais dire, athées en Côte d'Ivoire. Très peu de gens. La plupart des gens sont soit chrétiens, soit musulmans, soit animistes. Mais en tout cas, ils croient au surnaturel. Ils croient en la divinité d'une manière générale. Et qu'ils soient musulmans ou chrétiens,
qu'ils soient animistes ou tout ce qu'on veut, bouddhistes, tout ce que vous voulez, en règle générale, ils ont une perception qui fait du transhumanisme un acte de transgression. Ils pensent que les transhumanistes veulent se substituer à Dieu. Parler de lutte contre le vieillissement, parler de lutte contre la mort, évoquer, c'est vrai que tous les transhumanistes ne sont pas, je pense, je fais allusion ici à ce que pense l'AFT, hein. La cryogénie n'est pas, j'allais dire, la tasse de thé de l'AFT, du courant transhumaniste français. Mais d'une manière générale, on perçoit le transhumanisme comme la volonté de se substituer à Dieu. Donc en Côte d'Ivoire, par exemple, les transhumanistes sont perçus comme des apprentis sorciers, comme des petits anti-dieux, voilà, et des gens à combattre. Donc les religions se méfient d'une manière générale du transhumanisme parce que on aurait l'impression que ce serait la volonté de se substituer à Dieu, vaincre la mort et finalement de s'enorgueillir d'être Dieu à la place de Dieu. Voilà un peu l'image que l'on a. Et donc je vais aussi enchaîner sur une question assez similaire, mais qui concerne pas non nécessairement le transhumanisme en général, mais peut-être une sous-branche, on va dire, technologique, qui est l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui est extrêmement d'actualité, évidemment. Est-ce que le concept de singularité, de AGI, d'IA générale, de super intelligence artificielle, est quelque chose qu'on retrouve dans le discours en Afrique, en Côte d'Ivoire? Est-ce que aussi l'IA est adoptée assez fréquemment ou pas? Et est-ce qu'on retrouve des notions d'espoir vis-à-vis de la technologie de l'IA et aussi les craintes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent aux risques, notamment des risques existentiels, et qui sont issus aussi du mouvement transhumanisme. L'espoir avec la super-intelligence, même si on n'a pas encore trouvé de nom, je veux dire que tout à l'heure, le concept de super-intelligence a été évoqué. Mais dans l'imagerie populaire, il n'y a pas un nom pour désigner ce qu'on appellerait comme la singularité. Le terme singularité n'apparaît pas dans le discours commun, mais on imagine bien de manière diffuse qu'il y aurait une intelligence transversale qui serait au-dessus de l'intelligence de la plupart des gens. Ça, c'est imaginé. Et les élèves, un peu paresseux, aiment cela parce que ça facilite les devoirs. Mais pour la plupart des citoyens, on se dit, mais ça, c'est l'antichrist. En tout cas, les personnes de tradition judéo-chrétienne interprètent l'idée d'une super-intelligence comme celle d'un grand démon qui viendrait subvertir l'humanité. Donc, plus de crainte que d'espoir, en vérité. Plus de crainte que d'espoir. Mais cela est dû, à mon sens, à une méconnaissance de ce que serait la super-intelligence. On l'aperçoit comme une sorte de géant inconnu, mais vous savez très bien que l'ignorance est la mère des peurs. Ce qui est inconnu angoisse. On voit une chose qui est forte, qu'on ne connaît pas, elle fait peur. Donc beaucoup plus de peur que d'espoir. Beaucoup plus de peur que d'espoir. Et là encore, notre travail en tant que transhumanisme d'origine africaine, notre travail, c'est d'expliquer et de montrer que l'IA, la super-intelligence, est un potentiel au service de toute l'humanité et que chacun peut l'utiliser de manière encadrée. Parce que ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui, quand vous faites une recherche sur l'IA, vous cherchez ce que vous voulez. C'est à vous de donner une orientation à votre recherche. Les prompts existent pour cela. Donc il faut expliquer que de même que les prompts existent, en tant qu'élément d'encadrement du potentiel cognitif que nous avons, il faut que l'éthique des uns et des autres puisse encadrer la super-intelligence telle qu'elle apparaît. Il ne faut pas simplement la craindre. Moi, je pense que nous ne sommes pas à une crainte près. Même quand le téléphone arrivait ici, on le craignait. Je vous assure, des éléments comme la télévision. Moi, je sais que, quand je suis né, la télévision existait. Mais mon père, ma mère m'ont raconté que la télévision était perçue comme un élément de divination. Parce qu'on pouvait voir De Gaulle qui était mort en 70. On parlait aux morts. Et les morts nous parlaient. À l'écran, on voyait De Gaulle. On voyait tous les anciens qui étaient partis et qui parlaient encore. Et donc, au début, les gens ont eu des cas de conscience. Comment est-ce qu'on peut se laisser parler par les morts? Donc, il y a eu ces débats-là. Mais aujourd'hui, c'est assagi. Et donc, pour moi, c'est un effort d'explication. Mais pour revenir à votre question, la super-intelligence fait plus peur qu'elle nous rassure en ce moment. Dans le même ordre de questions, et pour revenir aux interrogations transhumanistes plus larges et portant notamment sur davantage des questions de biologie, à partir de ces préjugés, en quelque sorte, dont tu nous parles, qui peuvent exister en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde aussi, donc qui ont l'air de considérer que le transhumanisme fait des minimum des entorses aux croyances traditionnelles et aux valeurs traditionnelles. Expliquez comment tu fais pour essayer de sortir de ça. Je sais pas, par exemple, on entend dire, en Occident, en France, par exemple, une des difficultés
est lié au rapport, par exemple, au grand âge, à la vieillesse. On entend dire que la vieillesse n'a pas la même valeur, que on continue à avoir un grand respect pour les vieux, et ce terme-là a une valeur positive, semble-t-il, davantage dans la tradition africaine, alors que, par exemple, en Europe, on a Amérique du Nord, quand on dit les vieux, c'est plutôt péjoratif, quoi, de nos jours, hein, c'est quasiment l'inverse. Comment on fait en Côte d'Ivoire pour parler de lutte contre le vieillissement, pour expliquer donc malgré ces préjugés, ou peut-être même en utilisant différemment ces valeurs traditionnelles? Comment tu fais, toi? Alors, moi je pense qu'on peut utiliser nos valeurs endogènes pour trouver des liens avec le transhumanisme. Là, ce que nous faisons ici, en tout cas pour expliquer le transhumanisme aux personnes qui ne sont pas forcément du milieu universitaire, c'est de montrer que, même en Afrique, l'homme n'est pas aussi naturel qu'il le paraît. Vous savez que la dimension magique est, j'allais dire, pérenne et prégnante dans nos cultures. Je prends par exemple ce qu'on appelle ici le pont ou le dipri, où on soigne de manière surnaturelle. Nous essayons d'établir une sorte de correspondance entre le transhumanisme et le surnaturel. Parce que le surnaturel est admis, il est admis, mais sous le contrôle de Dieu. Mais on admet bien le surnaturel. On fait bien ici la différence entre ce qui relève du naturel et ce qui relève du surnaturel. Par exemple, quand quelqu'un est blessé, on comprend bien qu'on doit lui appliquer, je lui dis des... Comment ça s'appelle? Des cataplasmes, par exemple, des plantes, voilà, on le comprend bien. Mais en même temps, il y a des personnes qui soignent à la seconde, sans que la capacité de guérison ne soit explicable aux non-initiés. Qu'est-ce qui fait la différence entre la médecine dite naturelle et la médecine dite non naturelle? C'est l'initiation. Or, qu'est-ce que l'initiation, sinon que la connaissance? Initier, c'est enseigner. C'est connaître ce qui n'est pas connu. Et donc, pour nous, nous disons que le transhumanisme est une nouvelle forme de connaissance qui fera de vous des initiés. Et l'initiation n'est pas toujours mystique. C'est simplement du savoir, mais du savoir non diffusé ou du savoir inaccessible. Donc le transhumanisme en tant que mystère peut faire écho au mystère qui fait la force des gens bien vus en Afrique. Simplement, il faut récupérer, j'allais dire, l'aspect mystérieux du transhumanisme pour qu'il fasse écho au mystère qui est bien admis en Afrique. Dans l'imagerie populaire des Africains, le mystère est une chose tout à fait admise. Elle est même valorisée en milieu traditionnel. On parle d'initiation avec beaucoup de fierté. Mais l'initiation, c'est la connaissance purement et simplement. Et donc le transhumanisme est une nouvelle initiation. Voilà, c'est le pont que nous faisons pour que ça ne fasse plus peur. Et les gens appellent ça sorcellerie de blanc. D'accord. Mais donc ça laisse penser que une manière de faire admettre ou de faire interpréter, ou une interprétation du transhumanisme en Afrique, ce serait de le présenter que comme quelque chose qui va a priori être réservé à quelques-uns qui vont maîtriser ce savoir. Et donc, ça n'irait pas forcément, par exemple, dans le sens d'une démocratisation d'un savoir transhumaniste. Est-ce que je me trompe? Non, a priori. Ça, c'est un a priori. Mais je veux dire que si l'interlocution se fait auprès de tout le monde, en expliquant que tout le monde a accès à cela, on verra bien que ça ne demandera pas qu'on soit un noble, qu'on soit un riche, qu'on soit de famille aristocratique, qu'on ait une descendance particulière. Tout dépendra des moyens de diffusion. Si moi, je m'approche de lycéens, je m'approche de gens dans les villages. Parce que nous avons un programme de sensibilisation auprès des populations scolarisées comme non scolarisées. Si on s'adresse à tout le monde, on va annoncer selon le modèle biblique que c'est ouvert à tout le monde. Quiconque croit recevra la vie éternelle. Voilà. Parce que je vous l'ai dit dès le départ, notre approche du transhumanisme est une approche non élitiste. S'il y a un transhumanisme ivoirien et africain, nous avons appelé le bio-égalitarisme pour l'instant, mais il y a un ouvrage qui va apparaître à la fin de cette année qui va expliquer un peu notre approche du transhumanisme. Le transhumanisme vu d'Afrique, vu de la Côte d'Ivoire. C'est un transhumanisme anti-élitiste. C'est un transhumanisme égalitariste. C'est un transhumanisme ouvert. Nous n'avons pas initié cela, mais nous allons, j'allais dire, tenter d'ancrer cette approche bio-égalitariste dans les fondements, j'allais dire, anthropologiques et éthiques de l'Afrique. Notre transhumanisme est un humanisme. Alors ça va dans le sens de ma question suivante, parce que on peut avoir l'impression que bon nombre d'auteurs africains ont l'air de considérer toujours que le continent, un petit peu ce que tu disais en introduction, il se trouve
en retard par rapport au reste du monde, en tout cas du point de vue de son niveau de développement, au niveau économique, industriel, des infrastructures, de l'éducation, etc. Est-ce que tu peux nous donner les éléments de la réflexion sur ce que peut représenter le transhumanisme de ce point de vue? En quoi, d'après toi, est-ce que des avancées transhumanistes pourraient concrètement faire évoluer, modifier cet état de fait? En essayant, je sais pas, de penser à des exemples. Alors moi déjà, je vais faire remarquer que le sous-développement des pays africains, ce n'est pas le fait des auteurs, c'est une donnée empirique, c'est visible. Et je répète encore qu'il faut éviter peut-être d'avoir une perception, j'allais dire essentialiste, penser que c'est lié au fait que les Africains n'aient pas les structures que nous avons développées, même déjà notre rapport à la démocratie, devient problématique. Vraiment, pour moi, le retard des hommes en règle générale est lié à leur organisation. Nous n'avons pas été les premiers à être derniers, je le dis, c'est sans jeu de mots. À un moment, les Chinois ont été derniers. Ils ont changé de structure. C'est pas parce que les Chinois ont les petits yeux qu'ils étaient les derniers, c'était les derniers. Ah ben oui, c'était pas lié à leur morphologie, ni à la forme de leur cerveau. On n'est pas Paul Broca pour parler de la craniométrie. Non, c'est pas de cela qu'il s'agit. Les structures déterminent votre position. Votre attitude détermine votre altitude. Et donc pour moi, nos structures actuelles posent problème. Ce n'est que ça. Ce n'est que cela. Et le transhumanisme peut aider dans sa dimension prospective à changer les structures. Parce que pour moi, quand j'ai observé l'IA, qui est très proche du transhumanisme, la chose essentielle que je trouve à l'IA, ce n'est pas seulement l'assemblage de connaissances, c'est la capacité à les mettre en synergie pour prospecter. Pour moi, le potentiel le plus significatif de l'IA, c'est son potentiel prospectif. Réussir sur la base du passif à anticiper le prospectif. Et pour moi, l'IA comme l'intelligence artificielle, l'IA comme le transhumanisme, par la capacité de modéliser, peut nous permettre de changer les structures qui nous mettent en retard. Imaginez-vous tout le temps qu'il fallait par le passé pour élaborer un projet de société, un programme de gouvernement. Ça demandait des temps et des temps. Parce que pour le faire, il fallait compiler une foule énorme de connaissances. Il fallait mettre en synergie plusieurs composantes et plusieurs constantes. Aujourd'hui, avec un prompt, vous pouvez brasser cela. Après, bien sûr, il ne faut pas gober tout ce que l'IA vous dit, mais il faut le rectifier après. Donc, pour moi, le caractère prospectif est essentiel au niveau de l'IA. Alors, pour revenir au transhumanisme tout particulièrement, le transhumanisme, en tant que capacité ou potentialité de développer les aptitudes cognitives et, j'allais dire, biologiques de l'homme, je le perçois sous deux angles. Il y a un angle qui est celui de l'endogénéité, et puis un angle qui est social, qui est extérieur. Je veux parler de la dimension extérieure du transhumanisme. Aujourd'hui, le transhumanisme apparaît comme la chasse gardée d'une certaine élite. Que ce soit volontaire, que ce soit involontaire, on a besoin d'avoir quelques moyens pour pouvoir réaliser la recherche en transhumanisme. Donc, il faut changer les structures qui font que l'essentiel des budgets sont alloués à des réalités ludiques. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, la dernière Coupe d'Afrique des Nations que nous avons remportée a coûté au moins 1000 milliards. De francs CFA. De francs CFA, oui, je vais vous rassurer. De francs CFA. Ah oui, mais ça fait sens quand même. En termes d'euros, vous pourrez faire le calcul, c'est pas rien. Je pense que de tels capitaux auraient pu être utilisés autrement. Pour moi, il faut réinvestir essentiellement les capitaux dans la recherche transhumaniste. Parce que c'est une perche, c'est la 4e révolution industrielle et on ne va pas être en reste de cette 4e révolution. On a manqué les précédentes. Dans le même ordre de choses, Josué, tu nous as dit qu'il y avait des aspects extérieurs puis des aspects intérieurs. Et j'aimerais quand même que tu reviennes pour essayer de développer des exemples de ce qui pourrait toucher à la biologie de l'humain. Est-ce que on peut imaginer que, par exemple, la perspective de maîtrise du vieillissement dont parle le transhumanisme pourrait être un facteur de développement en Afrique? Ou pas? Est-ce que les perspectives d'amélioration cognitive que tu as évoquées une ou deux fois, est-ce qu'elles pourraient y contribuer et comment, à ton avis, des améliorations de cet ordre pourraient y contribuer? Quels autres aspects donc du transhumanisme considérés comme donc dans ce qui est à son cœur, c'est-à-dire les aspects biologiques, pourraient contribuer ou pas à ce développement, à ton avis? Alors moi déjà, le vieillissement, ce qu'on appelle la lutte contre le vieillissement pourrait contribuer essentiellement parce que l'espérance de vie dans nos pays, elle est lamentable. Je ne sais pas si vous connaissez l'espérance de vie en Côte d'Ivoire.
mais on a une espérance de vie qui se situe autour de 57 ans. Voilà, et donc c'est ce que certains pays... Or, je pense que les capacités de production sont importantes à cet âge-là. Et moi, je pense que les bras valides meurent à l'appel. Donc déjà, si la lutte contre le vieillissement prend des proportions importantes dans les pays africains, je pense que en relevant un peu le plateau de la survie, on peut déjà démultiplier le nombre des bras valides. Donc, je t'interromps parce que si tu veux, je vais t'apporter la contradiction, hein, dont je pense que pas mal de personnes, à laquelle pas mal de personnes vont tout de suite penser. Je me dis, la plupart des gens vont se dire, oui, non, mais ça, c'est une question de progrès du point de vue de la santé, de la médecine, de l'hygiène. En augmentant le niveau de développement, on va améliorer, je sais pas, l'alimentation, etc. Et donc, il n'y a pas besoin de transhumanisme pour ça. Il y a peut-être à la fois besoin de développement économique et d'amélioration des conditions sanitaires et des capacités médicales. Alors que ce que recherchent les transhumanistes, ça a pour conséquence, si ça a réussi, de faire que de plus en plus de personnes vont vivre vraiment longtemps, pas seulement 57 ans, mais 70, 80, 90, 100, 120 et au-delà. Donc, est-ce que cela a eu un sens pour, par exemple, les Ivoiriens, ou bien ce sont des perspectives tellement éloignées qu'elles en sont science-fictionnesques, quoi? Non, Marc, tu m'as demandé d'aborder la question dans un aspect purement interne. Et donc, j'ai voulu me focaliser sur la dimension interne. Sinon, le développement des structures, l'environnement, les conditions d'hygiène sont les conditions externes. Mais je prends les effets biologiques du transhumanisme. Et pour moi, le transhumanisme est dans un combat qui est un combat d'abord idéal. Quand on lutte pour vivre 200 ans, on peut se rapprocher et vivre au moins 80 ans. Je veux dire que même si on n'atteint pas tous les objectifs du transhumanisme, en étant dans une perspective longéviste déjà dans le pays africain, on pourrait déjà améliorer l'espérance de vie. Voilà ce que je dis. C'est comme la démocratie, c'est un idéal. En tentant de démocratiser, on aboutit à une amélioration des libertés. Donc pour moi, si on a déjà une perspective transhumaniste, ça aura un corollaire forcément sur la vie sociale. Ça va de soi. Et puis, on peut développer un longévisme africain. Parce que pour moi, développer le longévisme africain, c'est aller au-delà des conditions de la vie en laboratoire. Parce que la longévité n'est pas qu'une donnée, j'allais dire, technologique. Il y a des dimensions non technologiques. Et donc, nous pouvons apporter une expertise typiquement africaine qui, expérimentée, pourra nous permettre de déduire qu'elle contribue à allonger la vie. Mais comme il était question de parler strictement de biologie, je disais que le transhumanisme, en tant que facteur d'amélioration des conditions biologiques, peut intéresser les Ivoiriens, intéresse les Ivoiriens dans leur espérance de vie, premièrement. Deuxième élément, je prends des réalités liées, par exemple, aux implants cérébraux, par exemple, qui a priori peuvent choquer, parce qu'on se dit que c'est la puce, ça coûte cher, c'est risqué, ce n'est pas encore développé. Mais ce que je demande aux Ivoiriens, et je demande aux Africains, c'est de contribuer à la recherche. On ne peut pas être inspecteur des travaux achevés, se croiser les bras et attendre que les blancs aient fini, se taper le boulot. Non. Moi, mon approche, c'est de demander la contribution intellectuelle des Africains à l'effort de réflexion universelle. Voilà ma démarche. Quand je parle de l'intérêt du transhumanisme pour les Africains, ce n'est pas seulement l'intérêt pour les produits du transhumanisme. J'en appelle à une implication de l'intelligence et de l'intelligence africaine à l'effort de pensée, j'allais dire universelle. Les Occidentaux participent, les Orientaux participent. On ne va pas attendre des produits. Donc ce n'est pas un intérêt, je n'ai pas dit intéressé. On ne veut pas attendre simplement les fruits. Est-ce que l'intelligence africaine ne peut pas coopérer au niveau de la recherche, au niveau de l'encadrement? Voilà l'intérêt dont je parle. Ce n'est pas un intérêt pour les produits, pour les résultantes, c'est un intérêt pour l'implication, pour la mise en œuvre de notre intelligence, pour la participation à l'effort de guerre collectif. C'est une guerre mondiale, la lutte contre le vieillissement. Donc on ne va pas être les tirailleurs tout le temps. Il faut pour un jour tirer juste. Il faut s'impliquer en fait. Voilà. Tu as parlé d'un certain transhumaniste africain ou ivoirien, donc serait anti-élitiste, ouvert, égalitaire. Est-ce qu'il y aurait d'autres valeurs et d'autres choses qui pourraient être incluses dans cette liste? Et également, je me demandais si, d'une certaine façon, il y a pas dans la population africaine des craintes que le transhumanisme puisse être perçu comme des idées qui viennent de l'Occident et
à travers l'histoire, les idées qui viennent de l'Occident, qui se sont répandues en Afrique, n'ont pas toujours été bien reçues, quoi. Elles ont des conséquences. Oui, mais aujourd'hui, c'est exactement comme ça que le transhumanisme est perçu, hein. C'est perçu comme de la pensée prête à porter. C'est perçu comme, j'allais dire, de la friperie idéologique. C'est-à-dire que les Occidentaux ont pensé, bon, on vous donne les habits à porter, c'est la friperie, voilà. C'est comme ça que c'est perçu. C'est perçu comme des pensées d'emprunt, c'est perçu comme, j'allais dire, du prêt à penser. Mais encore une fois, pour moi, ça c'est de la caricature. C'est la caricature de l'extrême droite africaine, si je peux ainsi m'exprimer. Parce qu'il y a des gens ici en Afrique, ce qu'on appelle les afro-descentistes, ce sont des amis, mais bon, je les combats, qui pensent que tout doit venir de l'Afrique, tout ce qui vient de l'Occident est mauvais, c'est Babylone, etc., etc. Ça, c'est l'extrême droite africaine. On peut penser, il y a une gauche africaine, on peut penser autrement. Il y a une approche universaliste que nous incarnons d'une certaine façon. Nous estimons qu'on ne peut pas avaler systématiquement ce qui vient de l'Occident, mais ça mérite d'être écouté, d'être entendu, d'être intégré. Parce que l'homme, il est l'homme par-delà les continents. Donc, il y a une approche, une dérive droitière ici, qui repose systématiquement ce qui vient de l'Occident. Et puis, il y a une approche de gauche. Et moi, je peux estimer que le transhumanisme africain est de gauche. Bon, c'est une formule. On pourra en discuter plus tard. Mais je pense que nous avons une approche universelle de l'homme. Et l'exigence d'universalité nous oblige à nous méfier de tout ce qui serait, j'allais dire, révolte contre le partage. Nous sommes pour l'interculturalité, nous sommes pour l'échange. Évidemment, nous nous opposons à l'impérialisme, mais nous pensons que tout ce qui vient de l'extérieur n'est pas forcément impérialiste. Non. Il y a un débat qui est possible. Et c'est pour cela que, aux valeurs d'égalité, aux valeurs anti-élitistes, nous allons rejoindre les valeurs d'interculturalité, mais aussi, j'allais dire, de contribution endogène. Parce que autant nous sommes ouverts à l'extérieur, autant nous refusons d'être des roues réceptrices. Nous avons le devoir de participer à l'effort de guerre. La lutte contre le vieillissement est une guerre de toute l'humanité. La lutte contre les faiblesses sont une guerre de toute l'humanité. Et nous refusons d'être dans la posture de ceux qui ne font que recevoir. Nous refusons, c'est un peu cela. Alors, pour aller dans le sens de cette interrogation, il y a une question que j'ai vue circuler qui provient du fait que certains semblent se dire, oui, pour que l'Afrique, par exemple, puisse jouer un rôle dans cette guerre, comme tu dis, par exemple, contre le vieillissement, contre divers types de maladies, que, en quelque sorte, l'Afrique pourrait profiter du fait que on n'y a pas les mêmes blocages, parfois les mêmes tabous. Il peut y avoir d'autres tabous, tu en as parlé tout à l'heure, mais ils sont pas les mêmes que qu'on peut avoir, par exemple, dans un pays comme la France. La France, ce n'est pas le pays le plus ouvert au transhumanisme, loin de là. Je prends un exemple concret. Dans le cadre de la lutte contre le Covid, dans les pays anglo-saxons, a été développé ce qui a été appelé des challenges vaccinaux. C'est-à-dire qu'on a fait appel à des volontaires sains, donc des gens pas du tout malades, jeunes, qui risquaient très peu, en fait, d'attraper le Covid, pour tester certains vaccins de manière à accélérer la vérification de l'efficacité de ces vaccins. En France, il y a eu une levée de bouclier, enfin même pas... parce que très très vite, le débat a été clos. Il n'a pas été du tout question de permettre ce type de challenge vaccinaux, parce que en disant non mais on va mettre quand même un peu en danger la vie et au moins la santé de ces personnes-là, on préfère fonctionner comme habituellement avec les essais cliniques de phase 3, c'est-à-dire que on attend que parmi les personnes qui ont été vaccinées, il y en ait qui tombent malades par hasard et puis on voit ce que ça donne en quelque sorte. Donc on voit que là la France est toujours plus rétive, notamment par rapport aux pays anglo-saxons. Et alors il y a des gens à partir de là qui ont dit mais regardez en Afrique, dans des situations particulières, bien avant le Covid, les pays, les populations, les organisations sanitaires ont accepté d'aller beaucoup plus vite dans la validation. Exactement, ou plus exactement. Du point de vue des Africains, moi je ne sais pas, est-ce qu'ils ont eu l'impression qu'ils servaient de cobayes, ou bien est-ce qu'ils ont eu l'impression que c'est ça qu'il fallait faire? En tout cas, j'ai l'impression que ce sont quand même les pays africains qui ont, par exemple par rapport, je pense à la fièvre Ebola, je pense qu'il y a eu des démarches de cet ordre-là, on est allé beaucoup plus vite parce qu'on était face à une urgence déjà. Donc voilà, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est une bonne idée pour les pays africains d'aller plus vite, par exemple, que des pays comme la France, parce que ça serait une manière de, plus que de rattraper du retard, quoi, même d'être à l'avant-garde
de certaines recherches qui rejoignent le transhumanisme, ou bien est-ce que, alors, c'est juste qu'une fois de plus, si je peux dire, enfin, si on se réfère à l'histoire, l'Afrique va servir, ou des Africains vont servir de cobayes. Oui. Comment est-ce que toi, tu perçois ça? Comment tu as l'impression qu'en Afrique ou en Côte d'Ivoire, ça peut être perçu, ce genre de situation? Je crois qu'il faut un effort d'éducation. Parce que les débats auxquels ont accès les pays occidentaux, c'est-à-dire les anglo-saxons, les francophones, tout ça, la question n'est pas dans le débat, c'est pas un débat public. Je veux dire que le niveau auquel ces questions sont discutées n'est pas le même auquel elles sont discutées ici. J'ai bien l'impression qu'en France, par exemple, on peut déterminer une opinion publique parce que le débat il est public. Dans les pays anglo-saxons, on peut déterminer l'opinion publique parce que le débat est porté au niveau de la population. Mais ici, les structures font que les essais sont faits dans le dos des concernés. Il n'y a pas un débat public sur ces questions-là. C'est un fait. Donc, il va être difficile de pouvoir déterminer la perception des Africains sur la question. Je pense que s'il y avait un débat d'opinion sur la question, j'ai bien l'impression qu'on pourrait déterminer avec précision l'opinion des gens. Mais malheureusement, le débat n'est pas mené. C'est un débat entre les grosses structures pharmaceutiques et certains décideurs qui se servent des populations, encore une fois. Et je pense que des structures comme CIVOT peuvent contribuer à faire advenir le débat au niveau des populations pour que ces questions soient menées en toute responsabilité. Plusieurs engagements sont pris dans le dos des concernés. C'est un fait objectif. Par exemple, ici, la Covid, sur la question vaccinale, il n'y a pas eu de débat. Il y a eu une sensibilisation, j'allais dire farouche. On a menacé des gens d'être punis s'ils n'étaient pas vaccinés. Et les gens, pour la plupart, se sont mis au pas. Moi, par exemple, je n'ai pas accepté. J'ai refusé de me faire vacciner parce que je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Et j'ai estimé que cela n'a pas fait suffisamment de débat. Ensuite, je n'ai pas senti la menace comme tout le monde. Pendant longtemps, je faisais partie de ceux qu'on pourrait appeler les complotistes. Je me disais, oh non, c'est du toc. Bon, quand j'ai vu 1, 2, 3 mourir autour de moi, j'ai commencé à dire, ah, cette affaire est sérieuse. Mais pendant longtemps, j'ai vécu dans le déni de l'affaire. Et je disais, non, c'est de la mystification. Mais après, quand j'ai vu des gens que je connais, des proches en mourir, j'ai compris, ah non, il ne s'agit pas d'un Dieu. Mais je veux dire que la question n'a pas suffisamment été débattue. Et donc, quand des questions d'intérêt public ne sont pas ramenées au niveau du débat public, on ne peut pas avoir l'opinion publique. On a ici l'opinion des élites. Et souvent, les élites, elles fonctionnent sur la base de leurs intérêts immédiats. Voilà. Et donc, il y a un silence global, en tout cas, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire et pour bien les pays africains. Les questions ne sont pas débattues de façon profonde au niveau des populations. Donc, on ne pourra pas savoir. Et donc, pendant longtemps encore, beaucoup d'Africains pourraient servir de cobayes, malheureusement. Ils pourraient servir de cobayes. Les gens pourraient les utiliser. C'est vrai que c'est un avantage, parce que tout le monde en profite. Hein. Je veux dire, s'il y a plus de personnes qui expérimentent, ben, tout le monde en profite. Mais voilà encore la chair à canon. Voilà encore les tirailleurs. Voilà, c'est cela. Je veux dire que tant que vous n'êtes pas suffisamment formé, tant que vos structures ne vous élèvent pas suffisamment en termes de connaissances, mais vous servez de bétail électoral. Vous servez, j'allais dire, voilà, de pâte à modeler à ceux qui savent. C'est tout, malheureusement. Et je reviens encore à la structure. Il faut que, c'est triste, mais je reviens à la structure. Il faut que la structure change. Pour qu'il y ait davantage de personnes qui soient informées, il faut que la structure change pour que les populations soient davantage consultées. Les populations ne sont pas suffisamment consultées. Comment est-ce qu'on peut arriver, à ton avis, à sortir de cette contradiction? Parce que d'après ce que tu viens de nous dire, ça aurait tendance à, par exemple, à moi me faire penser, bon, ben alors, c'est peut-être pas une bonne chose d'aller dans cette direction-là du transhumanisme parce que les décisions vont être prises de manière antidémocratique. Et de notre côté, je peux pas m'empêcher de penser que quand même le transhumanisme devrait avoir des choses à apporter pour ces mêmes populations. Comment est-ce que en Côte d'Ivoire, tu penses qu'il soit possible de combiner ou de sortir de cette contradiction, si c'est possible? Bon, tu nous as répondu un petit peu par le changement des structures, mais comment dire, changer les structures en général, c'est très lourd. Ça prend des décennies. Ça demande des changements de mentalité. Est-ce qu'il faut attendre que les mentalités aient changé, que ces structures aient changé suffisamment profondément pour se permettre d'aller dans le sens du transhumanisme? Là, on peut gagner du temps en prenant les gouvernants, la classe politique, c'est-à-dire les personnes en position d'élite, que ce soit les décideurs, j'allais dire politiques, comme les décideurs économiques. On peut décider d'orienter notre sensibilisation sur les tenants du pouvoir. Mais en le faisant, on ne va pas simplement faire des transhumanistes au sens de personnes qui connaissent le transhumanisme. Il faudra agir de manière éthique. Parce que je pense qu'il n'y a pas suffisamment
comment dire ça, de sensibilisation en direction des gouvernants sur des questions d'intérêt éthique pour ce qui concerne le transhumanisme. Moi, je pense, on peut choisir de chercher, on peut chercher à agir sur les populations. Ça va prendre du temps, c'est un processus qui est long et c'est sur des générations au moins. Mais on peut gagner du temps en ciblant les élites. Et je peux te rassurer ici, Marc, ici, la classe politique se renouvelle très lentement. Vous verrez les mêmes visages pendant 40 ans, 50 ans. Moi, je regardais les médias français, je retrouve plein de jeunes gens, des gens qui ont l'âge de mes étudiants, des gens qui sont nés en 86. Je vois Attal, je vois plein de jeunes gens. Mais ici, les gens de la génération de Juppé sont encore aux affaires. Les gens de la génération de Chirac sont encore aux affaires depuis 30 ans, 40 ans pour les survivants. Et donc, ce renouvellement, cette absence de renouvellement rapide comment ça s'appelle, de la classe politique peut nous servir. Il faut sensibiliser, agir sur les leviers qui décident. Voilà ce que je pourrais proposer dans les médias. C'est-à-dire en attendant d'agir sur les populations, peut-être que les structures de transhumanisme, comme la CIVOT, devraient organiser un lobbying en direction des personnalités. Mais ce lobbying-là devrait avoir dans son pack à la fois le transhumanisme comme une bioéthique. Pour moi, le transhumanisme est inséparable du package éthique. Parce que ça ferait plutôt des gens, si on n'enseigne que le transhumanisme, ben, ils vont nous fabriquer le jeunisme ici. On va retourner à Nuremberg. Voilà, on va fabriquer des nations si on ne leur explique que les avantages du transhumanisme. Il faudrait que dans le pack du transhumanisme, il y ait un bon substrat de conscience, j'allais dire écosophique, de conscience bioéthique. Voilà un peu la solution que je peux présenter à court terme. On n'y est pas arrivé, on n'est pas au bout du chemin, disons, je vais dire. Ça me fallait bien. Je pensais, quand tu parlais donc de la gérontocratie, en quelque sorte, je pensais inévitablement à l'échange entre Vladimir Poutine et Xi Jinping et leurs espoirs de vivre 150 ans et de se dire entre eux, oh, mais on n'a que 70 ans, on est des jeunes. Donc, on leur explique le transhumanisme sans leur expliquer la dimension éthique. Ils vont s'arranger pour que la classe politique vive 200 ans, pour qu'elle reste toujours au pouvoir, pour se maintenir au pouvoir, le politicien augmenté, ou le dictateur augmenté. Voilà, c'est comme ça sans doute qu'ils l'envisagent. Alors, oui, parce que si l'augment n'est pas accompagné d'éthique, ce sera le voleur augmenté, ce sera le dictateur augmenté, le tortionnaire augmenté, ils vont s'empirer. L'augment n'est pas toujours positif, il faut donner un sens. Alors ça, ce sont déjà des questions sur comment est-ce qu'en Afrique les choses peuvent être, quelle tournure ça peut prendre. Mais la question suivante qu'on peut se poser, c'est du point de vue de la relation entre une économie nationale donnée, ça peut être celle de la Côte d'Ivoire ou une autre, et sa capacité à mettre en œuvre la recherche dans les différents domaines du transhumanisme. Tiens, on a parlé de structures politiques, là, à l'instant, on a parlé de structures des mentalités. Qu'est-ce qu'il en est du point de vue des structures économiques? Est-ce que tu as l'impression que les pays africains, d'une manière ou d'une autre, vont être à même d'investir de manière un petit peu significative dans les technologies liées au transhumanisme, ou bien à cause des structures, là je parle des structures économiques, encore une fois, elles vont se retrouver inévitablement en queue de carrosse. Est-ce qu'il va y avoir moyen, ou est-ce qu'il y a déjà peut-être des choses qui se font d'une manière ou d'une autre que nous, par exemple, on ne connaît pas? Qu'est-ce que tu en dis? Comment est-ce que les choses vont pouvoir se faire? Alors, dans l'immédiat, il faut déjà constater que les budgets alloués à la recherche ne sont pas les plus importants dans la plupart des pays africains. C'est une donnée qui est assez visible. Quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, qui a un fort taux de croissance, 7%, on se rend compte que les budgets alloués à la recherche ne sont pas les plus significatifs. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas l'option qui détermine leur démarche. Comment changer les choses? Je vais vous dire, il faut prendre le pouvoir. Je le dis, il faut que ceux qui savent prennent le pouvoir. C'est Platon qui le disait. Il faut que les philosophes soient rois et que le roi soit philosophe. Il y a déjà ce premier niveau. Mais en attendant, puisque le pouvoir ne se prend pas comme on prend un volant, c'est pas aussi facile. Il faut encore une fois sensibiliser ceux qui sont au pouvoir. Moi, j'ai passé tout mon temps à essayer de leur expliquer les enjeux du Congrès mondial du transhumanisme. Mais ils sont inaccessibles parce que nous sommes en période électorale. Il y a une présidentielle en Côte d'Ivoire dans 10 jours à peu près. Et donc, ils sont complètement, j'allais dire, oblitérés par l'élection présidentielle. Mais quand la fièvre électorale sera passée, pour moi, patiemment, il faudra chercher à expliquer aux gouvernants l'intérêt d'un plus grand effort en direction de la recherche. La technologie en général, la science en général, mais en ce qui concerne le transhumanisme en particulier. C'est un effort de sensibilisation, tout ce que nous pouvons faire. À part cela, je ne pense pas que grand chose
puisse être fait. On ne va pas lever une quête pour dire, il faut qu'on cotise puisque l'État ne veut pas. C'est des budgets assez lourds. Pour moi, je reviens encore sur, vous me direz que c'est une idée fixe, mais nous avons les moyens, mais ils sont mal répartis. Dans un pays qui a une forte croissance comme la Côte d'Ivoire, le budget pour un congrès mondial de transhumanisme ne devait même pas faire l'objet d'une discussion. On devait prendre en compte tous les participants, les loger, en tout cas les accueillir à bras ouverts. Mais ce n'est pas la préoccupation des princes qui nous gouvernent. Et donc, pour moi, il faut faire de la sensibilisation. Vraiment les prendre à bras le corps. Non seulement chercher à rencontrer. Là, c'est un plaidoyer en direction de Vitamor, de Humanity Pledge, des grandes figures du transhumanisme. Quand on aura fini le congrès, après le congrès, franchement, je souhaiterais qu'elles viennent en Côte d'Ivoire, ces grandes figures-là. Nous allons rencontrer le président de la République, rencontrer le Premier ministre, rencontrer le gouvernement pour expliquer les enjeux. Évidemment, ces Occidentaux qui dirigent le transhumanisme n'ont pas un intérêt objectif. Ce n'est pas leurs oignons, a priori. Je veux dire que ce n'est pas leur préoccupation principale. Mais on va les appeler à nous aider. Parce qu'il y a une fascination de nos gouvernants pour les Occidentaux. Ça, je peux vous le dire. Nos gouvernants actuels sont fascinés par l'Occident. Si nous leur parlons, ils vont dire, écoutez, arrêtez vos histoires. Mais si Marc Roux vient parler, ça change tout. C'est le blanc. Ça fait encore... Oui, malheureusement, heureusement, je veux dire, le blanc fascine encore. Surtout nos gouvernants actuels. Si un blanc vient parler de transhumanisme, il sera reçu et entendu. Mais si on en parle, on dit, oh, laissez ce gars-là. C'est bon tout. Ça peut participer. Vous pouvez nous aider. Vous pouvez nous aider. Ce que ça me light. Je suis triste de le dire. Mais on va utiliser votre couleur pour nous éclairer. Ça me paraît un petit peu pessimiste, je vais dire. Si tu... René Dumont a écrit L'Afrique noire est mal partie, 1962. C'est un livre qui a pratiquement le même âge qui est plus âgé que la plupart de notre dossier. Mais est-ce que ça a changé fondamentalement? Faut le lire. On pouvait dire que Dumont, à l'époque, quand il écrivait L'Afrique noire est mal partie, on pouvait dire que c'était un, comment dire ça, comment tu appelles ça, la mouche du corps, je sais pas, en fait, je dis, quelqu'un qui casse l'ambiance, un casseur d'ambiance. On pouvait le dire, on venait à peine d'avoir l'indépendance, on pouvait dire, oh non, c'est un jaloux, il veut casser l'ambiance. Mais quand on lit ce que Dumont a dit, là, depuis longtemps, faut pas rêver. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut changer la structure. On en est encore à être mystifié par les Occidentaux. Il me semble avoir lu ici et là, et puis vérifié à quelques occasions, que particulièrement la Côte d'Ivoire, avec le Ghana, je pense, peut-être un petit peu le Nigeria aussi, on y trouve de véritables, comment dire ça, presque usines à essayer des failles dans l'Internet en général. Pas toujours, comment dire... Ça s'appelle des brouteurs. Nous sommes des hackers. Voilà, par exemple. Et donc, il y a toute une jeunesse, notamment, qui aurait, je vais le dire au conditionnel parce que je ne connais pas les détails, mais qui aurait tout à fait, qui se serait accaparé les outils les plus modernes, notamment en termes d'informatique, et qui aurait montré sa plus grande capacité à en faire quelque chose qui, en tout cas, leur rapporte de l'argent. Et je suppose qu'au jour d'aujourd'hui, ces groupes doivent ne pas hésiter à utiliser, par exemple, l'intelligence artificielle pour essayer d'atteindre leur but. Donc ça me fait penser que il y a des capacités, il y a des talents, il y a des savoirs, il y a un minimum d'outillage quand même, et que c'est juste que ces personnes vont au plus proche de leurs intérêts et donc n'hésitent pas à faire dans la criminalité en fait, et que c'est peut-être lié au fait que personne n'a été capable de leur montrer qu'ils pourraient faire autre chose avec leur talent. Mais Marc, donc, je veux te rassurer. Hein? Je me dis, il n'y a pas zéro investissement et zéro capacité. Tu comprends ce que je veux dire? Marc, je veux te rassurer. Les Ivoiriens sont des hackers. Les Nigérians, non, ça je peux le dire, hein, tranquillement quoi. Les Nigérians et les Ivoiriens sont des hackers. C'est connu. On appelle ça ici des... Il y a une intelligence, c'est vrai, et je n'ai pas dénié cela. Mais j'en reviens aux structures. Voilà, les mouvements associatifs comme nous le faisons. Par exemple, nous avons été suscités par l'État de Côte d'Ivoire. C'est que des universitaires, nous sommes réunis, on a estimé que on pouvait créer CIVOT, la Société ivoirienne de transhumanisme, sans appui institutionnel. On a commencé notre affaire, c'est une prise de conscience. Mais ce genre de mouvement a ses limites. Il a ses limites. Je peux réunir tous les hackers, tous les pirates informatiques. Et il y en a un polo, j'en connais quelques-uns. C'est des jeunes gens avec des locks, des gars qui sont en Marseille, qui payent pas de mine. On peut les rassembler. Mais ça a ses limites. Je pense que le là doit être donné par les pouvoirs, par les institutions. Comme partout dans le monde. Sinon, je prends l'exemple simple. La Côte d'Ivoire avait été sanctionnée en 2010. Il y avait un embargo en 2010 sur la Côte d'Ivoire, pendant la crise ivoirienne. Quand il y avait 2 candidats, donc il y avait un embargo. Et les comptes de la Côte d'Ivoire avaient été verrouillés
au niveau de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Les Ivoiriens ont déverrouillé les comptes en 1 heure pour faire couler le flot, le cash. Ça montre bien ce que nous sommes. Mais ça, c'est épisodique, anecdotique. Après ça, il faut l'organiser de manière structurelle. Je ne parle pas de l'affaire conjoncturelle. Il faut organiser les structures. Je reviens là-dessus. C'est ma passion. Les pouvoirs publics ont le rôle d'organiser les élans individuels et les élans isolés. Je ne dis pas qu'il y a zéro intelligence, il y a zéro recherche. Mais je dis que c'est dérisoire et c'est conjoncturel. Il faut le rendre structurel. Il faut envoyer les moyens substantiels pour que cela soit pérenne. Voilà mon approche. Alors évidemment, ça va dans le même sens de ma question suivante, mais qui risque de ne pas nous rendre beaucoup plus optimistes. Que tu l'as rappelé tout à l'heure, donc en tout cas en termes macroéconomiques, d'après ce que j'en ai lu, donc tu l'as dit, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui jouit actuellement d'une croissance annuelle forte. Hein, tu nous as dit 7%. La quasi-totalité des pays européens, par exemple, tirent la langue pour essayer d'atteindre 2% difficilement. Je crois que le record, je sais pas, c'est peut-être l'Espagne en ce moment qui doit faire du 2,2%. C'est le champion européen. Donc bon, évidemment, on perd pas du même endroit, mais on peut se dire tout ne va pas si mal en Côte d'Ivoire. En même temps, j'ai lu quelques études qui pointent que ces améliorations apparentes, en réalité, elles profiteraient surtout à une petite minorité, principalement urbaine. Et puis, il faut le dire aussi au passage, quelques investisseurs étrangers bien placés, à commencer par des entreprises françaises. Alors, certains disent qu'il y a un endroit où la France-Afrique n'a pas tout à fait disparu, ce serait en Côte d'Ivoire. Je m'avance pas plus. Mais ma question, c'est si des analyses comme ça sont exactes, est-ce que même en espérant un développement de pratiques transhumanistes en Côte d'Ivoire, est-ce que ça va aider de quelque manière à résorber ces inégalités, ou au contraire, est-ce que ça va pas avoir comme effet, je veux dire, réel, effectif, au-delà de nos beaux idéaux, est-ce que ça va pas essentiellement contribuer à les creuser? Comment est-ce que tu réponds à ça? Je ne pense pas que ça va creuser les inégalités. Je ne pense pas. Je pense que ça va dupliquer les inégalités qui sont déjà là. Elles ne sont pas plus significatives, ça va les dupliquer. Mais on ne va pas attendre que le transhumanisme arrive avant de commencer à changer nos sociétés. Je veux dire, avec ou sans le transhumanisme, il y a un effort à faire sur le changement de mentalité. Mais quand, par exemple, il y avait l'avènement du transhumanisme en Afrique, avec les taux de croissance qu'on a, avec aussi la tendance que les gouvernants ont à s'accaparer, à instaurer des oligarchies et à s'accaparer le bien public, ça ne sera pas pire que par le passé. Ça va dupliquer simplement le type de comportement que nous avions déjà. C'est pour ça que, je l'ai dit, le transhumanisme doit être un pack dans lequel se trouve une conscience éthique et bioéthique. Nous qui sommes les défenseurs ou les partisans du transhumanisme, nous devons toujours accompagner notre démarche d'une approche éthique. Vous avez bien vu dans mon développement que je n'étais pas seulement dans une perspective, scientifique. Il faut qu'il y ait un substrat idéologique à la posture transhumaniste. Un transhumanisme doit avoir une obédience idéologique. Il est libertarien, il est de gauche, il est de droite, etc., etc. Mais une éthique doit porter notre rapport à la science que transporte le transhumanisme. Donc le transhumanisme n'est pas seulement un scientifique, c'est aussi un idéologue. Et pour moi, ce pacte-là, bioéthique, doit accompagner le discours sur le transhumanisme. J'ai dit que le transhumanisme ivoirien, en tout cas celui qui porte la CIVOT, est un transhumanisme d'obédience gauchiste. C'est un transhumanisme égalitaire, c'est un transhumanisme, égalitariste. Et donc, dans cette perspective-là, il faut travailler à l'égale répartition des ressources du transhumanisme. Non seulement répartition des bénéfices du transhumanisme, mais répartition de la recherche. Parce que, encore une fois, je ne perçois pas le transhumanisme comme un fruit à aller savourer. C'est à la fois un bénéfice, mais c'est aussi un travail à effectuer. Il faut répartir les charges, pas seulement les bénéfices. Le transhumanisme n'est pas un bénéfice seulement, c'est une charge de travail. Et donc, pour moi, on va travailler non seulement à ce qu'il y ait davantage d'égalité au niveau des bénéfices du transhumanisme, rendre le transhumanisme accessible à tous, mais que la recherche soit accessible à tous. Je parlais de ça au dernier colloque que nous avons organisé sur le transhumanisme. Je parlais de ce qu'on appelait le bioégalitarisme
en Afrique. En 2023, la Société ivoirienne de transhumanisme a organisé un colloque sur le transhumanisme où il parlait du bio-égalitarisme. Marc Roux a participé à ce colloque-là, où il parlait du bio-égalitarisme comme le transhumanisme. Dans notre idée, il est question de ce que nous avons appelé les ETF, l'éducation à la technique et au futur. Cette éducation-là, elle est un substrat moral. Elle est un substrat moral. Et c'est un pendant notre attachement au transhumanisme. Nous pensons que le transhumanisme doit passer par une formation. Si on arrive au transhumanisme sans transition, ça va être de la connaissance importée et qui sera mal utilisée encore. Je pense que s'il devait y avoir un accès populaire au transhumanisme sans humanisme, on arriverait à une monstruosité, à l'eugénisme purement et simplement. On ne peut pas aller au transhumanisme sans un minimum d'humanisme. C'est ça que j'appelle l'éthique. La case humanisme doit être considérablement développée avant d'arriver au transhumanisme. Et si par un concours de circonstances historiques, on est obligé d'aller rapidement au transhumanisme, il faut accompagner le transhumanisme d'un fort substrat humaniste. Comment peut-on être transhumaniste sans avoir été humaniste? Voilà un peu le dilemme dans lequel nous sommes. Et c'est pour ça que j'insiste considérablement sur le PAC. Les Occidentaux ont une longue tradition d'humanisme. Et donc, ils peuvent aborder le transhumanisme sans grand heurt. Évidemment, il y a toujours des petits nasillons de service qui vont se servir du transhumanisme pour faire des bêtises. Mais il y a une culture humaniste en Occident. Il y a un respect de l'homme. Et la culture humaniste en France est tellement forte que les gens refusent d'être des cobayes. Mais en l'absence de culture humaniste, mais être cobaye, on se dit c'est pas plus mal, pourvu que ça rapporte un peu de sous. Ah ben oui, et c'est pour ça que je disais que notre transhumanisme est un transhumanisme humaniste. Nous voulons aller au-delà de l'homme, mais après avoir été un homme. On ne passera pas, j'allais dire, bon, je ne vais pas être méchant, je ne vais pas dire ce que je veux dire. Sinon, ça va porter à confusion. On approche de la fin de cet épisode. Donc, parlons peut-être du Transvision qui va arriver en 2025. C'est donc 27-28 novembre 2025 pour être exact, à Abidjan. 25. Qu'est-ce que tu attends de ce colloque? Est-ce qu'on a déjà peut-être un aperçu du programme? Qu'est-ce que nous réserve ce colloque Transvision? Transvision nous réserve la présence de figures significatives de la pensée transhumaniste mondiale à Abidjan. Abidjan, pendant 2 jours, devient, j'allais dire, le point de mire de toute la crème de la pensée transhumanisme à travers le monde. Donc Abidjan devient la capitale du transhumanisme pendant 2 jours. Et c'est cela la grande nouvelle. Mais au-delà de cela, en tant que patriote africain, parce que je ne suis pas un patriote africain, ivoirien, je suis un patriote africain, cela repositionne le continent africain sur une orbite des grandes questions mondiales. J'ai dit que, de mon point de vue, l'Afrique se trouvait en marge des questions qui marquent l'humanité, des grandes questions qui marquent l'humanité. Et pendant longtemps, on a superposé l'économie et la réflexion. Bien que nous n'ayons pas une économie très forte, les transhumanistes, qui sont peut-être humanistes, ont bien voulu que l'Afrique soit le lieu où s'exprime, au moins pendant 2 jours, la crème de la pensée transhumaniste. Les effets, ce que j'attends de cela, c'est d'abord un fort écho au niveau des pays africains. La Côte d'Ivoire devient un exemple que des pays comme le Maroc, qui sont plus méritants que nous, je pense, pour accueillir un tel forum, des pays comme le Maroc doivent pouvoir entendre cet écho-là, entendre que l'Afrique n'est pas toujours en position de marginalité. Et si a pu se tenir à Abidjan le Congrès mondial du transhumanisme, c'est que la problématique transhumaniste n'est pas une affaire de Silicon Valley, une affaire de France et de Navarre. C'est une affaire universelle. Donc pour moi, la première retombée, c'est que la Côte d'Ivoire devienne le lieu à partir duquel s'exprime l'universalité de la problématique transhumaniste. Deuxième élément que j'attends, que soient constitués des hubs, c'est-à-dire des lieux de rencontre entre les chercheurs africains et les chercheurs du reste du monde. C'est un lieu de rencontre, hein. C'est-à-dire au-delà de ce qui sera dit, au-delà du sens symbolique qui est celui de l'universalisation du transhumanisme, que des rencontres se fassent entre des décideurs africains et des décideurs occidentaux. Je sais par exemple qu'à Abidjan soit attendu le président de l'association française. Ce sera l'occasion pour tous les transhumanistes d'Afrique de rencontrer de tels responsables. Le président de l'AFT sera là, le président du transhumanisme italien sera là. On aura des Mexicains, on aura Ben Goertzel qui a confirmé ce matin sa présence. Et je remercie Marc au passage de l'avoir relancé. J'ai vu le clin d'œil. Il a dit que par manque d'informations, j'ai failli perdre cela de vue. J'ai bien perçu la nuance. Merci Marc d'avoir relancé. Mais en tout cas, Madame Vitamor, la présidente Vitamor, même si elle n'est pas là physiquement, pourra intervenir
j'allais dire par visioconférence, mais il s'agit donc, pour moi, la retombée essentielle, c'est de faire la jonction entre les chercheurs africains et les chercheurs du reste du monde. Et ils seront à Abidjan. Voilà les deux grandes retombées. D'abord, une retombée symbolique, qui est celle de l'affirmation claire de l'universalité du transhumanisme. Ce n'est pas une affaire marginale, une affaire, j'allais dire, confinée à l'Occident et à l'Asie. C'est aussi une affaire africaine. Il faut que tous les pays africains voient dans la tenue du Congrès mondial du transhumanisme la perche que le monde leur tend sur les questions de la technologie qui touchent à l'humanité. Moi, je rêve que dans les prochaines années, le Maroc, le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud prennent le relais de la Côte d'Ivoire. Et que la Côte d'Ivoire devienne, au même titre que les autres nations, que l'Afrique devienne, au même titre que les autres continents, des places fortes du transhumanisme. Et je pense que la présence du transhumanisme mondial à Abidjan, les 27 et 28 novembre 2025, sont la pleine affirmation de l'universalisation et de l'introduction de l'Afrique dans ce débat-là. Ça, c'est l'espace, mon attente symbolique, elle est déjà comblée. La seconde attente, là, comme je l'ai dit, je me répète, c'est de trouver la jonction entre nous, Africains, c'est pas seulement les Ivoiriens, et puis nos partenaires en Occident. Troisième élément qui est subsidiaire, mais qui n'est pas des moindres, réfléchir à des possibilités de coopération qui ne soient pas forcément déterminées par l'État. Aider nos États à nous aider, parce que la machine étatique est lourde. Donc, établir des partenariats, j'allais dire B2B, avec nos différents vis-à-vis en Occident, sans attendre la lourdeur de la machine occidentale. Voilà. Par exemple, pour nous, Civox, nous avons plus ou moins dans notre pack quelques partenariats. J'ai écrit à mes amis du Nigeria, je leur ai demandé de penser à des cartes de partenariat qui pourraient établir avec des interlocuteurs qui viendraient ici, au niveau de la recherche, sur les questions liées par exemple aux longévité. Parce qu'on dit transhumanisme, c'est un grand pacte. À l'intérieur, il y a plusieurs aspects. Donc, élaborer des stratégies qui puissent entrer en résonance avec les recherches entreprises par nos amis occidentaux. Voilà à peu près globalement ce que nous attendons, les 3 points essentiels. Donc, pour me récapituler, premier élément, montrer que le transhumanisme est universel, que l'Afrique a son mot à dire. Deuxième élément, indiquer que, j'oublie le deuxième élément, élaborer des partenariats. Et enfin, inciter les Africains à s'impliquer davantage. Et Josué, en interne, en direction de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu attends de ce colloque? Qu'est-ce que tu penses qui est réaliste d'espérer comme impact à moyen et même à court terme sur ce qui pourra se passer en Côte d'Ivoire à la suite de ce colloque? Pour la Côte d'Ivoire, je pense que les transhumanistes ivoiriens seront pris plus au sérieux par les pouvoirs publics. Ça, c'est le gain immédiat. Je veux dire, nous, par exemple, on sera plus entendus par les pouvoirs publics, plus entendus par les populations. Parce qu'on ressemblait à une secte, à un petit groupe de délurés. Mais si on peut rassembler à Abidjan autant de personnalités de ce rang, nous serons mieux entendus par les pouvoirs publics. C'est clair. Parce que nous avons plusieurs requêtes. Nous voulons, à Abidjan ici, organiser un pôle de recherche sur le longévisme. J'en ai parlé comme ça à mot couvert une fois avec Didier Kernel. Mais nous voulons en Côte d'Ivoire élaborer, j'allais dire, un pôle de recherche. Pas seulement la recherche livresque, mais la recherche même, j'allais dire, scientifique sur le longévisme. Et on a besoin de l'appui des pouvoirs publics. Mais je pense que si des gens plus avancés que nous dans ces questions-là nous rejoignent ici, notre crédibilité s'accroît. Donc en termes de bénéfices immédiats, la société ivoirienne de transhumanisme sera plus crédible aux yeux des populations, aux yeux de l'institution académique et aux yeux des pouvoirs publics. Ça, c'est ce que je peux dire dans les médias. Très bien. En tout cas, le rendez-vous est pris pour cet événement et j'invite donc tous ceux qui sont intéressés à aller sur le site. On mettra tout ça dans la description. En tout cas, je te souhaite à toi et à tous ceux qui organisent cet événement bonne chance et un bon colloque. Est-ce que, par hasard, par exemple, les interventions des intervenants, des speakers, est-ce qu'ils seront retransmis peut-être plus tard sur YouTube? Est-ce qu'il y aura des captures? Oui, ils seront retransmis. On travaille à cela. Nos partenaires travaillent à cela. Ça sera retransmis, même en direct. Et puis après, on pourra constituer un film. On va discuter avec l'AFT. Et puis, on va voir la propriété. Mais je pense que ce sera la propriété de Civox, l'AFT, et de H+, mais aussi de, comment ça s'appelle la structure camerounaise, notre ami l'AB, exactement. Les 4 structures qui organisent là vont avoir la propriété de ces... Ouais, ok. Bon, en tout cas, les gens qui peuvent pas se rendre à Abidjan pourront regarder ça plus tard. Mais merci encore pour cette super fascinante conversation. Oui, dans quelques jours, on va publier le programme j'allais dire, il y aura une quarantaine de participants. Et sous la direction, en collaboration avec Marc, on travaille à élaborer le programme. Je pense que le programme sera connu dans une dizaine de jours.
Il pourrait y avoir des modifications mineures, mais l'essentiel, l'ossature globale du programme sera connu dans une dizaine de jours. Très bien. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Josué, pour toutes ces informations. Ça ouvre des perspectives bien différentes de ce sur quoi on a l'habitude de réfléchir en général. À bientôt. Merci beaucoup.